poursuivons cette discussion de marché en plateau avec Patrick Guérin, le directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris. Patrick, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Tiens, laissons les banques centrales de côté. C'est un sujet permanent, mais le sujet du moment pour les investisseurs, ce sont quand même les résultats des entreprises. La micro reprend le dessus, comme on dit, pour un temps, avec les publications des résultats du troisième trimestre. On n'a pas encore une vue d'ensemble totale, mais on a quand même des vues sectorielles peut-être assez précises. Qu'est-ce que vous retenez des messages et des performances opérationnelles des entreprises qui ont déjà publié leurs résultats, Patrick? Ce qu'on peut commencer par dire déjà, c'est que à ce stade, en effet, les marchés ont complètement occulté les mauvaises nouvelles macroéconomiques. C'est passé vraiment complètement en arrière-plan. C'est-à-dire qu'on oublie les perspectives de croissance qui s'étiolent un peu, on oublie les craintes d'inflation et on oublie complètement, en tout cas pour le moment, on oublie complètement tout ce qui relève du sujet très important en l'occurrence, des chaînes de production qui sont en difficulté. Tout simplement parce qu'en fait les publications ont été de très bonne qualité et ont beaucoup surpris les analystes parce que en fait il y a très peu de valeurs qui déçoivent. Toutes les sociétés qui ont publié jusqu'à présent, vous l'avez dit, ont très majoritairement publié des chiffres d'affaires et des résultats largement supérieurs aux attentes des marchés et ont donc été extrêmement salués. Bon, je pourrais en citer quelques-uns, mais on peut parler notamment de L'Oréal, pour rester en France, et sur des secteurs qu'on aime bien, qui a vraiment publié un chiffre d'affaires éblouissant. On peut parler aussi d'Hermès, qui a totalement occulté la crise asiatique, c'est incroyable. Le chiffre d'affaires en Asie et en Chine en particulier d'Hermès a été largement au-dessus des attentes. Donc c'est tout un ensemble de publications qui ont été largement saluées. On pourrait aussi évoquer, pour aller dans un secteur très différent, les bancaires à la fois aux États-Unis, quand elles ont ouvert le bal, il y a plus d'une semaine maintenant, mais aussi en Europe. Hier, on avait une publication d'UBS ce matin, qui était de très belles factures. Donc, les marchés ont été agréablement surpris et ont applaudi ces belles performances. Y compris, vous citiez le secteur du luxe, dans des secteurs où les attentes sont toujours très fortes. Oui, toujours, effectivement. On est quand même, on a tous en tête, depuis plusieurs trimestres, les résultats ne cessent de progresser, les chiffres d'affaires aussi. Donc, légitimement, on pourrait se dire, il y a un moment où ça va se calmer un peu. Et en fait, non, ça ne s'arrête jamais. Et donc, ne pas être présent sur ces marchés, raisonnablement, bien entendu, ce ne serait pas une bonne idée. Et nous continuons d'être largement présents, investis. Absolument. Donc. Vous citez le luxe, le secteur bancaire. Il y a un secteur ou des secteurs qui vont concentrer quand même beaucoup d'attention, ce sont les secteurs industriels, qui sont là peut-être en première ligne face, alors ça nous ramène à la macro Patrick, mais qui sont en première ligne face à ces questions de pénurie, de problèmes d'approvisionnement, de crise énergétique également, pour ceux qui sont intensifs en énergie. Ce qui est tout à fait clair, c'est qu'au-delà des résultats qui sont bons, je l'ai souligné, ce que les investisseurs vont regarder avec beaucoup d'attention aussi, ce sont les perspectives, c'est-à-dire les annonces des entreprises sur les trimestres à venir. Et en effet, la macro, là, elle revient au galop, puisque on a toutes les raisons d'être un peu inquiets sur la manière dont des entreprises industrielles vont annoncer leur capacité à faire face à une demande qui est forte, qui est très forte. Il ne faut pas l'oublier, c'est un point très important. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui confronté à un décalage entre l'offre, qui est insuffisante pour des raisons d'acheminement des matières premières, et la demande qui, elle, est très puissante, très forte. Et donc, ce qu'on peut imaginer aussi, c'est qu'à un moment ou à un autre, ça va finir par se calmer. C'est-à-dire que l'offre va être soit capable de s'ajuster à la demande, soit la demande va se réduire aussi mécaniquement. Donc, dans l'appréciation des résultats qui sont communiqués au troisième trimestre, c'est aussi extrêmement important de regarder au scalpel comment les entreprises communiquent sur la manière dont elles voient leur chiffre d'affaires dans les prochains mois, bien entendu aussi. Et donc,
à l'aune de ces difficultés que vous évoquiez. Ouais, non, mais c'est clé de le remettre en perspective. On est tellement focalisé sur les problèmes d'offres, de pénurie, etc., qu'on oublie, non seulement que l'appareil productif tourne à plein régime, chaque usine qui est en capacité d'être ouverte, parce que les sujets pandémiques sont toujours là, mais chaque usine ouverte tourne comme elle n'a jamais tourné dans son histoire. Et face à ça, un niveau de demande qui est extraordinairement élevé toujours. Et vous dites, oui, c'est ça. On est encore dans ce phénomène de sortie de crise avec un déséquilibre très très fort qui va, c'est ce que vous suggérez, qui va à un moment se résorber. Oui, parce qu'effectivement, le déséquilibre, il provient aussi de l'absence de stock. Et à mesure que ces stocks vont se reconstituer peu à peu, le déséquilibre va diminuer. Mais bon, il faut être un peu patient, ça prend un peu de temps, et c'est vrai que c'est une situation qui est totalement inédite. Donc on a du mal à la décrypter, à comprendre, et surtout à flécher sa sortie. Le sujet de l'inflation, comment vous y réfléchissez aujourd'hui, Patrick? Alors c'est vrai que le mot de stagflation revient. Est-ce que c'est un schéma possible? Moi, je comprends quand même dans stagflation qu'on a l'idée d'un fort ralentissement de la croissance, au-delà de la modération naturelle de la croissance, et que dans le même temps, une inflation qui resterait collante, très élevée. Est-ce que c'est un schéma envisageable, ou est-ce que, comme vous le suggériez, un ralentissement de la demande de la croissance va vite clore le débat sur l'inflation d'une certaine manière? Alors, déjà, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui décemment parler de situation où la croissance diminue fortement. Non. Elle ralentit, mais la stagflation, c'est la juxtaposition de deux termes qui, notamment, dans une première partie, signifie qu'on est en train de connaître une décélération forte. C'est pas du tout le cas. Non. C'est pas du tout le cas. Ça arrivera peut-être dans quelques années, mais on est à l'aube d'une forte reprise économique. Donc c'est incompatible avec la notion de stagnation. Et alors, inflation, elle est importée par les coûts des matières premières, les coûts de l'énergie, vous l'avez dit, c'est vrai qu'on est dans une situation complètement inédite où, au moment où on parle, et pour un petit moment encore probablement, on subit de plein fouet une crise énergétique qui provient de divers facteurs, mais notamment d'une insuffisance de l'offre, là encore. Là, c'est un peu la tempête parfaite pour, pour la crise énergétique, l'histoire énergétique en tant que telle. On est vraiment au cœur du sujet. Oui. Mais ce que nous avons déjà répété ici à plusieurs reprises, et c'est toujours ce qu'on pense, c'est que l'inflation, elle sera surtout vérifiée par l'augmentation générale des salaires. Et on n'y est pas. On n'y est pas. Dans certains secteurs d'activité, il y a des tensions, on ne va pas le nier, notamment dans les services, mais pas à ce stade au niveau général. Et donc c'est ça qui créerait potentiellement une inflation durable. Donc nous ne validons pas en fait ce schéma-là. C'est pas du tout notre point de vue. La crise énergétique, là, est-ce que vous trouvez que le marché, les segments de marché que vous regardez ont bien intégré les conséquences potentielles de cette crise qui dure, effectivement, qui semble en tout cas durer Alors, ils les ont incontestablement intégrés. La vraie question qui se pose, c'est de savoir s'ils sont capables de répercuter sur le consommateur final l'augmentation des prix. Et pour le moment, c'est encore un peu tôt pour le savoir. Justement, on aura une très bonne vision lorsque les entreprises industrielles que nous aimons bien, que nous suivons, publieront leur chiffre d'affaires et leurs résultats et communiqueront sur leur capacité à mettre en avant ce qu'on appelle leur pricing power, c'est-à-dire la capacité à imposer des prix à leurs consommateurs. Et ça sera vraiment un test grandeur nature. Dans les grands moments de ces périodes de publication, il y a évidemment la séquence GAFAM. On est en plein dedans. Ça a commencé avec Facebook hier soir. J'intègre aussi Tesla, alors qui publiera, je crois, peut-être la semaine prochaine. Mais c'est vrai que Tesla rentre dans le club des Trillion Dollar Company, donc la compagnie dont la capitalisation boursière atteint 1000 milliards de dollars. Il n'y en a pas beaucoup. Ils sont 5 aujourd'hui avec Tesla, donc Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, Google et Tesla aujourd'hui. Facebook n'est pas dans ce club. Comment vous regardez alors la séquence GAFAM, chacune de ces sociétés ayant quand même des particularités, des spécificités, et Facebook étant jugée peut-être la plus fragile aujourd'hui aux yeux du marché?
Le test des résultats s'est bien passé pour Facebook hier soir. Oui, c'est bien passé. On ne s'attendait pas effectivement à ce que ça se passe si bien, en dépit de chiffres contrastés. On a quand même réussi à dégager un bénéfice qui a rassuré les investisseurs. Bon, nous ne sommes pas présents sur le sujet, sur le dossier, ou très peu, préliminaire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les chiffres publiés, je pense, seront de bonne facture. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ces valeurs ont continué à progresser en dépit de taux d'intérêt qui, eux aussi, ont beaucoup monté. On a jusqu'à présent constaté qu'il y avait plutôt une corrélation négative entre la hausse des taux et ces valeurs. Bon, pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Ouais. Pas du tout le cas. Et Microsoft prend 5% en octobre, oui, je crois, ça, par exemple. Ouais. Bon, c'est vrai qu'en septembre, on a eu aussi un reflux assez net de ces valeurs. Il ne faut pas le négliger. Mais c'est une démonstration par l'exemple qu'il faut savoir être patient et ne pas trop vite lâcher des valeurs qui sont fondamentalement saines, de qualité et de croissance, qui sont nos mantras, comme vous le savez, chez Bordier. Donc, on ne modifie pas cette approche. Vous êtes convaincu que le marché, et quels que soient les bruits, le discours ambiant, le marché revient toujours très vite sur ces valeurs dès qu'il estime qu'il y a des points d'entrée potentiellement intéressants. Parce que ce sont des valeurs rassurantes, au fond. Elles sont rassurantes parce qu'elles ont du cash, elles délivrent du résultat, elles assurent une croissance régulière. C'est tout ce dont un investisseur peut rêver, finalement. Et donc, en effet, il peut y avoir des moments de correction, mais ces moments de correction, c'est pour nous qui sont ça a toujours été des points d'entrée. Voilà, exactement. Ouais. Et ça reste pour l'instant la vérité implacable des marchés. L'indice Fang est au plus haut historique aujourd'hui. Merci beaucoup Patrick, merci d'être venu nous voir aujourd'hui et évoquer donc ces quelques sujets de marché. Patrick Guérin qui était avec nous en plateau, le directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris. Voilà pour cette émission de la mi-journée. Smart Bourse revient ce soir évidemment en direct à 17h sur Bismart.